Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre d'histoire qu'on va commencer maintenant, qui est donc le cinquième, et qui concerne donc la guerre froide, un monde bipolaire. Donc la guerre froide est une période qui s'étend de 1947 à 1989. Un monde bipolaire, on expliquera en cours de leçons, donc si ça ne vous dit rien, c'est normal, on va expliquer petit à petit. Alors, juste avant de démarrer, je refais donc un tout petit point. Moi, je vais traiter beaucoup de choses dans la vidéo, parce qu'une fois que c'est lancé, j'explique, etc. Vous, n'oubliez pas d'y aller petit à petit. Quand on est en classe ensemble, on fait pas un cours en une seule fois, on y va progressivement. Donc, même si cette vidéo va être un peu longue, elle va être relativement dense, vous allez voir, vous n'hésitez pas à mettre pause et vous faites petit à petit, donc un tout petit peu par jour, une grande partie ou une sous-partie, etc. Vous y revenez le lendemain, mais n'essayez pas de tout faire en une seule fois. De manière générale, moi je vais expliquer avec les documents, n'oubliez pas que vous devez aussi les travailler tout seul à la maison. Quand vous avez des renvois en fait sur le cours, vous allez voir les documents et éventuellement vous répondez, vous essayez de répondre aux questions. Alors on y va. Donc la guerre froide, on va commencer par faire une petite introduction où on va rappeler un tout petit peu le contexte en 1947. Donc en 1947, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale s'est terminée il y a peu, et donc on avait déjà expliqué en classe que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a deux superpuissances qui s'affirment. Les deux grandes puissances à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'URSS, donc là il est marqué CCCP parce que c'est en russe, en français ça donnerait l'URSS, et les États-Unis, donc deux grandes superpuissances. Mais rapidement vont apparaître des tensions entre ces deux pays. Chaque pays en fait va se sentir menacé, agressé par l'autre. Alors pourquoi? Puisque c'est deux puissances gigantesques, mais qui sont opposées sur le plan de l'idéologie. Ils n'ont pas du tout en fait les mêmes idées, ils n'ont pas du tout le même type d'État, de gouvernement. Donc chacun va se sentir un tout petit peu menacé, va avoir l'impression en fait que l'autre puissance veut la dépasser et pourquoi pas imposer son idéologie. Donc des tensions apparaissent. Ces tensions, c'est ça qu'on appelle la guerre froide. Malgré le fait en fait qu'il y ait le mot guerre, et j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas une guerre au sens strict. D'accord? C'est un ensemble en fait de tensions, c'est une période de très très forte tension, on va en parler, qui ont lieu entre les États-Unis et l'URSS, mais à aucun moment les États-Unis et l'URSS ne se déclarent vraiment la guerre. D'accord? Ça, il faut bien que ça soit clair dans votre tête parce que c'est très très important. Vu qu'il y a le mot guerre, on peut facilement en fait faire un contresens et penser que c'est une guerre entre les États-Unis et l'URSS. Non, c'est pas vraiment une guerre, c'est une période de forte tension, de gros problèmes. On passe parfois très très près de la déclaration de guerre, mais ça n'arrive pas. D'accord? Donc, en introduction, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des tensions, donc des problèmes, des désaccords vont apparaître entre les États-Unis et l'URSS. Donc encore une fois, chaque pays se sent menacé, a l'impression que l'autre pays va l'agresser pour lui imposer son idéologie. De 1945 à 1991, la rivalité entre ces deux pays provoque la division du monde en deux blocs. Ça on va expliquer, mais chaque pays va devoir choisir son camp. Soit il est avec les États-Unis, soit il est avec l'URSS. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. Donc encore une fois, la guerre froide, c'est une période de forte tension entre les deux grandes puissances de l'après-guerre, les États-Unis et l'URSS. Mais ce n'est pas une guerre. Période de forte tension. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment s'organisent les relations internationales au temps de la guerre froide, c'est-à-dire à quoi ressemble le monde au temps de la guerre froide, donc encore une fois, entre 1945 et 1989-1991. On expliquera pourquoi il y a deux dates pour la fin. Alors, on commence avec notre grand 1, un monde divisé en deux blocs, et on va prendre le document 1, page 94. Donc on y va. Et on va commencer par expliquer donc comment se forment ce qu'on appelle les blocs. Alors, pour ça, il faut revenir un peu en arrière. Donc, encore une fois, il va falloir qu'on reparle de la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rappelez que pour la Seconde Guerre mondiale, l'ouest de l'Europe
donc à partir de la France et le débarquement, a été libérée par donc les États-Unis qui ont fait des débarquements en Italie, en Normandie, et qui ont petit à petit libéré l'ouest de l'Europe. L'URSS, eux, après leur victoire, notamment la victoire de Stalingrad, a avancé depuis l'Est en Europe. D'accord ? Et puis, à la fin de la guerre, l'Allemagne nazie est vaincue, on signe le traité de paix, etc. Ce qui va se passer, c'est que les États-Unis vont rentrer chez eux, ça veut dire ils ont libéré ces pays, mais ils renvoient en fait leurs soldats en Amérique. L'URSS, par contre, elle, ne va pas renvoyer ses soldats chez elle. À la place, elle va maintenir en fait une occupation dans les pays qu'elle a libérés et elle va imposer, par la force, en tout cas le plus souvent, des dictatures communistes dans ces pays. À la suite de ça, le Premier ministre en fait du Royaume-Uni, Winston Churchill, enfin l'ancien Premier ministre à cette époque-là, va parler de ce qu'on appelle un rideau de fer. Un rideau de fer, c'est une expression, il n'y a pas vraiment un rideau de fer à cet endroit-là, hein, mais c'est une expression qui signifie que très rapidement, il ne va plus y avoir de relations diplomatiques entre l'ouest de l'Europe et l'est de l'Europe. Il va y avoir en fait une séparation très très nette. Et avec cette expression, Churchill dit « on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. On n'a aucune visibilité, on ne discute plus avec ces pays. Il y a vraiment une séparation qui est très nette, très très tranchée. » Donc, les pays qui ont été libérés par les États-Unis, ils vont devenir les alliés des États-Unis dans une alliance militaire qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle l'OTAN, donc Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Ça, c'est pas à retenir. Mais retenez que c'est l'alliance militaire des pays qui sont alliés aux États-Unis. De l'autre côté, les pays donc communistes qui sont alliés à l'URSS, pas forcément par choix, mais souvent parce que ça leur a été imposé, vont faire partie de ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, là encore, c'est une alliance militaire, c'est l'alliance militaire des pays qui sont alliés à l'URSS. Voilà. Donc très très rapidement, vous voyez que ça se met en place dès 1947, on a donc une Europe qui se coupe en deux, entre les pays alliés des États-Unis, les pays alliés de l'URSS. C'est ça qu'on va appeler les blocs. Le mot bloc, parce que c'est soudé et il n'y a aucune en fait communication entre les deux, entre le bloc de l'Ouest, donc les alliés des États-Unis, pour faire simple, et les membres de l'OTAN, l'alliance militaire, et les membres du bloc de l'Est, donc dans le camp, si vous voulez, de l'URSS, et qui sont membres du pacte de Varsovie. Donc bloc de l'Ouest et bloc de l'Est. Pour le moment, on est en Europe, mais très rapidement, c'est l'ensemble des pays du monde qui vont devoir choisir leur camp. Donc en bleu sur la carte, encore une fois, vous retrouvez tout ça dans votre manuel. En bleu sur la carte, vous avez les alliés des États-Unis, qu'on va appeler le bloc de l'Ouest, d'accord, avec les membres de l'OTAN, et en orange, vous avez les membres du bloc de l'Est, qui sont donc les pays communistes. Alors, tous n'arrivent pas en même temps, il y a des pays qui vont devenir au fil de l'histoire communiste, notamment la Chine, le Vietnam, on va en parler un tout petit peu, Cuba, etc., mais on ne vous demandera pas de retenir toutes les dates. D'accord ? Donc pour le moment, ce qu'on retient, c'est que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est libérée par les armées anglo-américaines à l'ouest, normalement vous le savez déjà, suite au débarquement, et par les armées soviétiques à l'est. Les Américains retirent leurs troupes des pays qu'ils ont libérés, mais l'URSS continue d'occuper ces pays et va installer des dictatures communistes à ces endroits-là. L'Europe se coupe alors en deux, ça c'est très important, le bloc de l'Ouest qui regroupe les pays alliés des États-Unis et qui sont membres de l'OTAN, l'alliance militaire des alliés des États-Unis, et le bloc de l'Est qui regroupe les pays alliés ou soumis à l'URSS et qui sont membres du pacte de Varsovie, qui est l'alliance militaire de l'URSS. Petit à petit, le reste du monde doit s'aligner sur cette division. Donc, doit s'aligner sur cette division, ça veut dire que chaque pays doit choisir son camp au moment de la guerre froide. Soit on est dans le camp des États-Unis, soit on est dans le camp de l'URSS. C'est ce qu'on appelle un monde bipolaire. Ça veut dire que à cette époque-là, il y a deux grands pôles de puissance et que le monde est divisé en deux. Bipolaire. Deux pôles de puissance, une division du monde en deux, les alliés des États-Unis, les alliés de l'URSS. On va voir que les États-Unis et l'URSS, comme de même que leurs blocs, vont s'affronter dans tout un tas de domaines différents. Ça, c'est notre grand 2.
Donc encore une fois, je vous suggère de faire une pause et de ne pas tout voir en une seule fois, pardon. N'hésitez pas là à vous arrêter, vous reprendrez le grand 2 le lendemain en regardant les documents, etc. Parce qu'encore une fois, moi je vais vite, mais vous mettez la vidéo en pause, regardez bien les documents, prenez le temps de bien comprendre, de bien lire et d'apprendre les à retenir petit à petit. Fin de la parenthèse. Donc grand 2, un affrontement idéologique, militaire et technologique. Donc là, il s'agissait de construire une carte mentale, mais là je vais vous l'expliquer et vous aurez la correction juste en dessous. Donc on va prendre la page 97 et on va voir de quelle façon s'affrontent les États-Unis et l'URSS. Alors déjà, il faut peut-être expliquer quelque chose qu'on n'a pas encore... qu'on a laissé un peu en suspens. Je vous ai dit qu'il n'y avait à aucun moment un affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS, mais il faut peut-être qu'on explique pourquoi. Donc, ici on a une caricature qui résume assez bien la situation. Je vais me taire 30 secondes juste pour que vous essayiez de réfléchir un peu vous-même à la maison. Ici, vous avez le dirigeant de l'URSS, ici, vous avez le dirigeant des États-Unis. Essayez de comprendre un tout petit peu ce qui se passe sur la caricature. Cette caricature, en fait, vous donne la réponse de pourquoi, vu qu'il y a de très fortes tensions, les États-Unis et l'URSS ne rentrent pas vraiment en guerre. Si vous regardez, chacun est assis sur une bombe qui porte le nom du pays adverse. Donc Kennedy, le dirigeant des États-Unis, est assis sur la bombe de l'URSS, et Khrouchtchev, le dirigeant de l'URSS, est assis sur une bombe américaine. Ils font un bras de fer, et chacun a le doigt près du détonateur de la bombe. Alors, cette caricature, elle exprime, en fait, elle illustre ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire que juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont les seuls à avoir l'arme atomique. Mais très rapidement, à peine quelques années plus tard, l'URSS va aussi avoir donc ces bombes atomiques. Les pays vont en fabriquer, vu qu'il y a une période de forte tension, ils vont en fabriquer de plus en plus, et rapidement, chaque pays, URSS comme États-Unis, se retrouve avec un véritable arsenal de bombes atomiques capable de rayer le pays adverse de la carte. C'est pour cette raison qu'ils s'attaquent jamais directement. Ils vont s'affronter, on va en parler, dans tout un tas de domaines, mais jamais directement, il n'y a jamais de déclaration de guerre, tout simplement parce que chaque pays a peur que ça aille trop loin, que ça soit une guerre nucléaire et que son pays soit tout simplement rasé. Il y a une réelle peur en fait pendant la guerre froide d'une attaque nucléaire de l'ennemi, de quelque chose en fait qui mènerait à la guerre, et là c'est la guerre atomique. Parenthèse, mais c'est de là que découle en fait toute la littérature post-apocalyptique. Donc tous les récits sur qui se passeraient après une apocalypse nucléaire, etc. Tout ça est très très marqué par la guerre froide. À cette époque-là, pas seulement les dirigeants, mais la population aussi de ces pays a vraiment peur d'une guerre nucléaire qui dévasterait tout. Donc, vu, encore une fois, que chaque pays a peur des armes nucléaires de l'adversaire, aucun ne fait le pas, aucun ne va vraiment trop loin pour déclarer la guerre. D'accord ? Donc, ça c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Donc là, on a juste le début du à retenir. Les États-Unis et l'URSS vont rivaliser dans tous les domaines, on va développer un peu, mais, et ça, encore une fois, c'est très très important, l'affrontement n'est jamais direct. Il n'y a pas de guerre déclarée, ouverte, entre les États-Unis et l'URSS. À aucun moment, pour faire très clair, on a des soldats américains qui tirent sur des soldats soviétiques. Non. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 1949, l'URSS a aussi la bombe atomique, et chaque camp a peur que son territoire soit complètement détruit en cas de riposte adverse. C'est une guerre en fait où personne ne gagnerait. Je développe pas trop, mais en plus, avec la technologie qui avance, chaque camp va avoir des radars qui captent en fait les éventuels missiles adverses, avec des systèmes quasiment automatiques, en tout cas dans le cas de l'URSS, qui sont censés automatiquement déclencher une riposte nucléaire. Donc bref,
chaque pays a très peur des bombes atomiques de l'adversaire et se dit mais de toute façon si on rentre vraiment en guerre contre eux, on gagnera pas, enfin personne ne gagnera, on va juste détruire tous les pays avec des centaines de bombes atomiques, on va quand même éviter ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, c'est une expression qui est assez parlante je trouve, chaque pays a vraiment peur des bombes atomiques de l'autre et donc ne l'attaque pas. D'accord ? En revanche, il va y avoir beaucoup d'affrontements différents. En premier lieu, un affrontement idéologique. Alors on va prendre le document page 96, donc page 96 de votre manuel. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous ne l'avez pas déjà fait, et pour lire en fait les deux documents, je ne vais pas tout lire à l'écran parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Je vous laisse mettre en pause, lire les documents, essayer de comprendre de quoi il est question, et essayer de comprendre en fait de quoi chaque pays accuse l'autre. Donc, à partir de maintenant, je considère que vous avez lu les deux documents. Donc, du côté des États-Unis, on a un pays qui est démocratique et capitaliste. Ça veut dire que les États-Unis, un peu comme nous en France aujourd'hui, sont une démocratie, donc il y a des élections, on va voter pour élire le président, etc. Les libertés sont respectées, les droits de l'homme, si vous voulez, liberté d'expression, etc. Et c'est un pays qui est capitaliste, ça veut dire que les moyens de production, les usines, les champs, etc., peuvent être possédés par des personnes, des patrons, qui vont faire travailler d'autres personnes. D'accord ? Le capital, donc les moyens de production, appartiennent à des personnes privées. L'URSS de son côté, on en a longuement parlé dans un précédent chapitre d'histoire, l'URSS est un régime totalitaire, donc les libertés ne sont pas respectées, et c'est un régime qui est communiste. C'est-à-dire que les moyens de production, les usines, les champs, etc., appartiennent à l'État. Il ne peut pas y avoir, par exemple, un patron qui possède des usines et qui fait travailler des gens. Non, c'est l'État qui possède les usines et qui fait travailler les gens et qui, en théorie, donne le même salaire à tout le monde. C'est ça, le communisme en très très résumé. On voit donc qu'au niveau idéologique, c'est vraiment une opposition quasiment totale. Les États-Unis et l'URSS sont des pays qui sont très très différents, même si c'est tous les deux des grandes puissances. États-Unis, encore une fois, démocratie, système capitaliste, URSS, régime totalitaire et communisme. Donc, que ça soit au niveau politique ou économique, il y a une forte opposition. Si vous avez lu les textes, vous avez peut-être compris que chaque pays accuse l'autre d'être antidémocratique, de ne pas écouter son peuple, et de vouloir imposer son opinion, d'être l'agresseur, en fait, si vous voulez. Les États-Unis vont accuser l'URSS d'être un régime totalitaire, d'enfermer, voire de tuer les gens qui ne sont pas communistes. Les États-Unis vont accuser l'URSS de vouloir répandre par la force leur idéologie, et l'URSS, en fait, va répondre à peu près de la même façon, c'est-à-dire va répondre les États-Unis, votre démocratie n'est qu'apparente, en réalité on ne peut pas s'opposer au capitalisme chez vous, vous avez des élections mais qui ne riment à rien puisque de toute façon tout le monde a les mêmes idées chez vous, et vous voulez aussi exporter votre modèle, vous voulez vous aussi l'imposer à d'autres pays, notamment en Europe, vous voulez que la planète entière devienne capitaliste. Donc chaque pays accuse l'autre de vouloir imposer son idéologie. Donc ça, c'est la première chose, donc un affrontement idéologique. J'afficherai tout après. On a aussi dans le même temps des affrontements militaires indirects. Donc encore une fois, j'insisterai jamais assez là-dessus. À aucun moment, les États-Unis n'entrent en guerre directe contre l'URSS. Je sais que je me répète beaucoup, mais croyez-moi, c'est parce que souvent il y a des contresens par rapport à ça. On va avoir des affrontements militaires indirects. Alors, on va prendre deux exemples. Donc, la Corée, et ensuite on verra le Vietnam. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport la Corée et le Vietnam ont avec les États-Unis et l'URSS ? Tout simplement puisque, donc, en Corée, on va avoir une guerre qui va opposer des communistes au nord aux capitalistes du sud. Donc, si vous regardez un tout petit peu la légende de cette carte, vous avez donc la Corée du Nord, donc, qui est alliée de l'URSS, qui va attaquer la Corée du Sud, qui est alliée des États-Unis.
Je vous enlève la caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc, la Corée du Nord communiste attaque la Corée du Sud, qui est alliée des États-Unis. Ensuite, on va avoir donc une intervention des États-Unis et de leurs alliés, c'est-à-dire que les États-Unis, à cette époque-là, ils ont peur que si un pays devient communiste, d'autres pays à côté deviennent à leur tour communistes. Ils ont peur en fait que toute l'Asie devienne communiste et donc que ça fasse plus de pays dans le camp de l'URSS. Ils appellent ça en fait l'effet domino. Ils ont peur que si un pays comme la Corée devient communiste, ça entraîne d'autres pays vers le communisme. Donc les États-Unis vont intervenir militairement, ils vont envoyer des troupes en Corée pour aider en fait les Coréens du Sud à se battre contre les communistes qui sont soutenus par l'URSS. Alors, les Américains mettent le pied en Corée, donc il y a des soldats américains qui vont se battre en Corée, mais par contre l'inverse n'est pas vrai. Les soviétiques, eux, se contentent d'envoyer des armes et des instructeurs, donc des militaires qui vont expliquer aux Coréens communistes comment se battre, mais ils n'envoient pas leurs propres soldats, ce qui fait que c'est bien un affrontement direct, à aucun moment les Américains tirent sur des soviétiques. Sinon, ça serait une déclaration de guerre. D'accord ? Donc, intervention des États-Unis et de leurs alliés, mais à partir de 1951, on a une offensive des Coréens du Nord, communistes, qui sont aidés par la Chine. La Chine, elle aussi, est devenue un régime communiste, donc dès le début des années 50. Donc, finalement, c'est une guerre qui va se terminer sur ce qu'on appelle un statu quo, c'est-à-dire que au final, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Le Vietnam, la Corée va être coupée en deux. Une partie, en fait, la partie nord du pays, qui est la Corée du Nord, et qui va être dirigée par un régime communiste, qui existe toujours aujourd'hui, et la Corée du Sud, qui, elle, va être un autre pays, séparé, capitaliste, soutenu par les États-Unis. D'accord ? Donc 3 millions de victimes, au final, pour une guerre qui n'aura pas permis à un côté ou à un autre de l'emporter, et une partition, une séparation des deux pays, entre Corée du Nord communiste et Corée du Sud soutenue par les États-Unis. Donc on est d'accord que c'est bien un affrontement indirect entre les États-Unis et l'URSS. Je répète, l'URSS va fournir en fait aux Coréens du Nord communistes des armes, va leur fournir des instructeurs, donc il soutient en fait la Corée du Nord, et les États-Unis vont soutenir la Corée du Sud en leur envoyant là aussi des armes, et même plus, puisque eux, ils vont envoyer des soldats en renfort. Donc c'est un affrontement direct parce que l'URSS aide la Corée du Nord et les États-Unis aident la Corée du Sud. D'accord ? Donc ça, c'est notre premier exemple d'affrontement en direct. Il y en a d'autres, donc notamment le Vietnam. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors, si ça vous intéresse, la guerre du Vietnam et la guerre de Corée, je vous mettrai des vidéos en description de celle-ci, de cette vidéo. Je vous mettrai des liens en fait pour aller voir d'autres vidéos. Je vais essayer de trouver des choses assez courtes et assez simples pour que vous puissiez en apprendre plus. Là, je reste très en surface parce que ce qui nous intéresse, c'est l'aspect affrontement indirect entre URSS et États-Unis, et pas le conflit en lui-même. Alors, du côté du Vietnam, on va avoir quasiment en fait la même chose qu'en Corée. Donc, cette partie de l'Asie, auparavant, donc Vietnam, Laos, Cambodge, était une colonie française qu'on appelait l'Indochine. Il y a eu une guerre d'indépendance à partir de 1954, et je rentre pas là non plus dans les détails, mais finalement les Français sont partis. Sont partis en laissant donc notamment au Vietnam donc un territoire en fait au nord qui était dirigé par des communistes, et un territoire au sud qui est capitaliste, et vous vous en doutez là encore qui va être soutenu par les États-Unis. Donc la guerre du Vietnam, donc c'est une guerre qui va opposer à nouveau donc des combattants en fait communistes au nord et des combattants capitalistes au sud. À nouveau, les communistes sont soutenus par l'URSS, qui leur envoie des armes, qui leur envoie des instructeurs, et à nouveau pour le sud, en fait, les États-Unis, dans un premier temps, vont eux aussi envoyer des armes, mais voyant en fait que le nord communiste est en train de gagner, approche de plus en plus de la capitale,
Encore une fois, les États-Unis vont craindre l'effet domino, vont se dire si on laisse le Vietnam devenir communiste, c'est finalement toute l'Asie du Sud-Est qui finira par devenir communiste aussi et qui va renforcer le bloc de l'Est, le camp de l'URSS. Donc les États-Unis, là encore, vont intervenir directement et donc vont envoyer des troupes. Donc vous avez des soldats américains qui vont être envoyés au Vietnam pour combattre directement les soldats en fait communistes vietnamiens qu'on appelle les Viet Cong. Cette guerre va durer longtemps, donc c'est une guerre où la stratégie pour les communistes qui savaient qu'ils étaient en infériorité par rapport aux armes que pouvaient avoir les Américains, les communistes du Nord vont adopter une tactique de guérilla. Donc on avait déjà vu ce terme, ils vont harceler en fait les troupes américaines. Et les Américains vont répliquer en fait, notamment par des bombardements massifs, donc avec énormément de bombes, du napalm. Le napalm, c'est quelque chose qui brûle en fait la forêt, donc une sorte de pâte inflammable qui va enflammer la forêt, puisque c'est là en fait dans la jungle que se cachaient les Viet Cong pour en sortir une fois de temps en temps, attaquer les Américains et retourner se cacher. Tactique de guérilla, on en avait déjà parlé. Néanmoins, les Américains donc vont s'embourber dans ce conflit, ils ne réussissent pas à battre définitivement les Viet Cong, et finalement ils vont devoir quitter le territoire, et tout le Vietnam deviendra communiste. Donc, je reviens sur les deux premières choses. Donc, on a donc un affrontement idéologique. Les États-Unis et l'URSS ont des idéologies, donc des systèmes de pensée, des idées différentes, voire opposées. Les États-Unis sont capitalistes et démocratiques, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, et l'URSS est un régime communiste et totalitaire. Chaque camp va accuser l'autre de ne pas respecter les principes démocratiques. Donc, encore une fois, les États-Unis disent que l'URSS est un régime totalitaire, qu'il n'y a pas la liberté de penser là-bas, et l'URSS dit oui, mais vous, votre démocratie, c'est que du vent, c'est pour de faux, finalement tout le monde a les mêmes idées chez vous. Chaque camp accuse aussi l'autre de chercher à imposer son idéologie à d'autres pays par la force. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est que dans chaque camp, on a aussi une propagande qui va diaboliser l'adversaire. Alors là, je vous avais préparé quelques petites choses. Donc, que je retrouve ça. Du côté de l'URSS, on a beaucoup en fait d'affiches de propagande, donc justement pour essayer de rentrer dans la tête du peuple soviétique que la liberté en fait aux États-Unis, c'est une fausse liberté. Donc vous voyez ici on a la statue de la liberté mais qui a la bouche cadenassée puisqu'elle peut pas vraiment s'exprimer. L'idée en fait selon l'URSS qu'aux États-Unis c'est encore une fois une fausse démocratie parce que finalement il n'y a que le capitalisme qui est autorisé, on ne peut pas le critiquer, avec un policier donc, qui cherche à lui frapper dessus donc, sur la liberté d'expression. Puis vous avez d'autres illustrations ici donc, qui montrent, là ici c'est le Ku Klux Klan pardon, donc aux États-Unis qui attaquait les personnes de couleur noire donc pour montrer qu'il y avait du racisme aux États-Unis, et ici donc une répression de manifestations, donc des affiches de propagande soviétique pour faire passer le message à la population soviétique que aux États-Unis, c'est pas une vraie liberté finalement, que les États-Unis sont aussi dans la répression. Du côté américain, donc, on a aussi de la propagande anticommuniste. Donc là, vous voyez, is this tomorrow? Donc, est-ce que ça arrivera demain? L'Amérique deviendrait communiste, et donc vous avez voilà, le drapeau américain qui brûle dans les flammes, des scènes de violence, etc. Donc une vision très très négative du communisme. Et vous avez aussi des comics donc, aux États-Unis qui sortent, et donc là vous avez Captain America qui est en train, donc, si vous regardez bien ici, de jeter, de frapper un personnage qui a la faucille et le marteau, donc encore une fois l'emblème du communisme. Vous avez un monstre là aussi tout vert avec le symbole du communisme sur lui, donc les héros de comics américains se battent contre
contre les communistes. D'ailleurs, vous l'avez en sous-titre, Captain America, commis, c'est un mot très péjoratif en fait pour parler des communistes. Smasher, donc celui qui tabasse, en fait, si vous voulez, les communistes. Donc de la propagande, en fait, dans les deux camps, donc américains comme soviétiques. On en a parlé donc aussi des affrontements militaires indirects, donc chaque camp essaye d'étendre son influence dans le monde et de réduire celle de l'adversaire, c'est-à-dire que les États-Unis veulent avoir un maximum de pays qui leur soient alliés et que l'URSS en ait le moins possible, et l'URSS, bah, c'est pareil, elle souhaite avoir un maximum de pays qui deviennent communistes, qui soient dans son bloc, et empêcher des pays d'être dans le camp des États-Unis. Donc ça va donner lieu à des affrontements indirects, comme en Corée entre 1950 et 1953, où les États-Unis interviennent pour aider la partie sud du pays, attaquée par le Nord communiste, ou au Vietnam entre 1964 et 1973, là encore, les États-Unis interviennent militairement pour soutenir le sud du pays en guerre contre le Nord communiste et donc soutenu par l'URSS, donc des affrontements indirects. Je fais un petit point là-dessus. On ne vous demandera pas d'expliquer en long, en large et en travers la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. On vous demande juste de retenir des exemples d'affrontements indirects entre les États-Unis et l'URSS. D'accord ? Donc encore une fois, je vous mettrai des liens vers d'autres vidéos YouTube si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur la guerre du Vietnam et la guerre de Corée, mais c'est pas vraiment au programme, donc vous irez voir ces vidéos-là, à part si elles vous intéressent, elles sont dans la description de la vidéo. Enfin, dernière chose, donc toujours sur l'affrontement entre États-Unis et URSS, on va avoir un affrontement qui est technologique cette fois-ci. Donc on a déjà parlé en fait de la course aux armements. Je vous ai expliqué que vu qu'il y a de fortes tensions en fait entre les États-Unis et l'URSS, chaque pays va essayer de construire des missiles de plus en plus puissants, de plus en plus destructeurs, donc évidemment des missiles nucléaires. Le fait de construire des missiles, ça va être le premier pas vers la conquête de l'espace. C'est les soviétiques surtout qui vont lancer ça, avec donc une première en 1961, c'est Youri Gagarin, que vous avez ici en photo, qui va être le premier homme à faire le tour de la Terre dans l'espace, en 1961. Alors pour les soviétiques, c'est un énorme coup de propagande, puisqu'ils peuvent dire, regardez, c'est bien nous le meilleur pays, on a la meilleure technologie, on est supérieur en fait aux États-Unis, on a réussi à envoyer un homme dans l'espace, on est en avance technologiquement par rapport à eux. En plus, donc ils vont axer sur le fait que Youri Gagarin est une personne en fait c'est un pilote de chasse et un pilote d'essai, mais il a des origines modestes. Il vient pas d'une famille très très riche, donc là aussi l'URSS va pouvoir profiter de tout ça pour faire énormément de propagande. Vu que c'est une grande première, donc le monde entier va en parler et ça va attirer en fait beaucoup d'attention sur l'URSS. Ça va leur faire beaucoup de publicité positive. Évidemment, les Américains se sentent distancés et vont mettre des millions et des millions dans leur propre recherche spatiale pour essayer de faire mieux que les Soviétiques. Le résultat de ça, c'est que donc en 1969, les Américains envoient donc le premier homme sur la Lune. Donc ici, vous avez en photo Neil Armstrong, donc en train de marcher sur la Lune. Donc il y a aussi un affrontement technologique, notamment par rapport à la course à l'espace. Il faut bien comprendre que c'est pour chaque pays essaye de prouver qu'il est supérieur en fait à l'autre par rapport à ça. S'il n'y avait pas eu la guerre froide, on peut se poser la question, est-ce que l'homme aurait marché sur la Lune? Est-ce qu'on aurait dépensé autant d'argent en fait pour y aller? L'idée derrière, c'était vraiment de montrer que les États-Unis ou l'URSS sont supérieurs à leurs rivales en termes de technologie qui sont plus avancées encore une fois. D'accord? Donc, si on regarde,
Les États-Unis et l'URSS essaient également de prouver leur supériorité, et la supériorité de leur idéologie, en utilisant la conquête spatiale et donc leur progrès technologique comme outil de propagande. Donc encore une fois, les soviétiques vont dire, regardez, on a réussi à envoyer le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, et le faire revenir vivant, c'est bien la preuve qu'on est le pays le plus avancé, que notre idéologie, le communisme, fonctionne, grâce au communisme, on arrive à faire des choses incroyables, etc. Les Américains donc, vont répliquer en 1969 en envoyant leurs propres spationautes qui vont là marcher sur la Lune avec Neil Armstrong et pareil, utiliser ça là encore comme un outil de propagande en disant bah, vous voyez, les États-Unis ont une meilleure technologie que l'URSS puisque nous on a fait mieux qu'envoyer un homme dans l'espace, on a carrément fait marcher donc le premier homme sur la Lune. D'accord Ensuite, on arrive au grand 3. Même chose, n'oubliez pas, faites des pauses, arrêtez la vidéo, revenez-y plus tard, et donc apprenez petit à petit. Grand 3, crise et tension pendant la guerre froide. Donc dans cette troisième partie, on va donc parler d'épisodes qui se sont passés pendant la guerre froide, et qui ont été donc source d'une tension souvent extrême, et donc de deux exemples de choses d'événements qui auraient vraiment pu dégénérer en affrontement direct. On va commencer par le mur de Berlin, qui est aussi un symbole de la guerre froide. On va donc reprendre un peu la situation de Berlin. Alors là, je vous demande d'être très attentif, puisqu'il va y avoir beaucoup de choses. Encore une fois, il faut qu'on revienne sur l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les Alliés, donc qui ont battu l'Allemagne nazie, vont occuper le pays. Ça veut dire que pour éviter qu'il y ait un réarmement de l'Allemagne, que le nazisme se remette en place, etc., on ne retire pas les soldats tout de suite. Les Alliés sont présents en Allemagne, vont administrer l'Allemagne pendant quelques temps, le temps de supprimer les derniers nazis, de vérifier que l'Allemagne va organiser une démocratie, et voilà, de remettre le pays sur pied, et ensuite, il est prévu qu'ils rentrent chez eux. Alors, on décide en fait de zones d'occupation, donc chaque pays en fait vainqueur de la Seconde Guerre mondiale reçoit une zone de l'Allemagne à administrer. Donc en rouge, vous avez la zone soviétique, en bleu foncé, vous avez la zone américaine, en bleu un tout petit peu plus clair, vous avez la zone britannique, et en bleu très clair, vous avez la zone française. Donc encore une fois, dans chacune de ces zones, on a des soldats de ces pays-là qui occupent l'Allemagne, le temps en fait de chasser les derniers nazis, de remettre en place une démocratie en Allemagne. On a donc des zones d'occupation qui vont durer plusieurs années, et en 1949, on estime que c'est bon, on a supprimé les derniers nazis, on a recréé des institutions en Allemagne, et les Américains disent, bon bah maintenant on va rentrer chez nous, on va pouvoir réunifier le pays. Mais les Soviétiques disent, non, nous on veut pas en fait rendre notre zone d'occupation. Pourquoi ? Puisque vous allez vous empresser, vous les États-Unis, de créer un régime capitaliste sur votre modèle, et nous on ne veut pas ça, on veut que l'Allemagne ait une chance donc d'être communiste et donc d'être dans notre camp. Donc là il y a clairement un blocage de la situation. Et ça va mener à la division de l'Allemagne en deux. Je me rends compte que j'ai oublié de vous expliquer une petite chose, c'est que si vous regardez bien la carte, vous avez donc 4 zones d'occupation, mais Berlin a un statut particulier. Berlin, la ville de Berlin, est elle-même divisée en plusieurs zones d'occupation. Ça sera très important pour la suite. D'accord ? Donc, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation, Berlin, la ville de Berlin, elle-même est divisée en 4 zones d'occupation, et au milieu de la zone d'occupation soviétique. Donc,
En 1949, les soviétiques ne veulent pas rendre leur zone d'occupation, et donc, à ce moment-là, il y a un point de blocage, et les Américains, les Français, les Britanniques vont créer leur propre pays. En fait, l'Allemagne se coupe en deux. La partie de l'Allemagne qui était occupée par les Américains, les Britanniques et les Français va devenir la RFA, la République fédérale d'Allemagne, et la partie est du pays qui était occupée par les Soviétiques va devenir la RDA, la République démocratique allemande. Berlin, qui elle-même était divisée en plusieurs zones d'occupation, là aussi va être coupée en deux. Berlin-Ouest va faire partie en fait de la RFA, et Berlin-Est va faire partie de la RDA. D'accord ? Donc, juste pour que vous compreniez bien, on se retrouve en 1949, on se retrouve avec deux pays, la RFA et la RDA. La RFA qui est un régime, un pays soutenu par les États-Unis, la RDA qui est un pays soutenu par l'URSS et un pays qui va devenir communiste. À l'intérieur de la RDA, on a Berlin. Berlin elle-même est coupée en deux. La partie ouest de Berlin appartient à la RFA, la partie est de Berlin appartient à la RDA. D'accord ? Donc ça c'est important. On récapitule un peu. En 1945, les Alliés partagent le territoire de l'Allemagne vaincue et de sa capitale en plusieurs zones d'occupation. Puis en 1949, les Américains, les Français et les Britanniques décident de fusionner leurs zones pour créer un nouvel État allemand, mais l'URSS ne veut pas, puisqu'elle ne veut pas en fait que l'Allemagne redevienne un pays capitaliste. De cette opposition vont naître deux États, la RFA à l'ouest, donc République fédérale d'Allemagne, qui est dominée par les États-Unis, qui est soutenue par les États-Unis, et la RDA à l'ouest, qui est dominée par l'URSS, soutenue par l'URSS. D'accord ? Donc on se retrouve avec deux Allemagnes, l'Allemagne est coupée en deux. Berlin est elle-même coupée en deux, et donc il me semble que vous aviez une carte. Non, c'est pas ça, pardon. Voilà. Donc on regarde la carte à droite, donc pour que ça soit bien clair, vous avez la RFA, soutenue par les États-Unis, République fédérale allemande, et la RDA, communiste, soutenue par l'URSS, et à l'intérieur de la RDA, vous avez la ville de Berlin. La moitié de la ville fait partie de la RFA et l'autre moitié fait partie de la RDA. Donc, j'insiste, il y a une moitié de la ville de Berlin qui appartient à la RFA, même si c'est en plein milieu de la RDA. D'accord ? Je sais que c'est un peu complexe, mais c'est important. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Cette zone-là, la zone de Berlin, va cristalliser énormément de tensions pendant la guerre froide. Alors, tout d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Donc, juste après, en fait, la partition des pays, ça veut dire la séparation de l'Allemagne entre RFA et RDA, donc en 1949, on va avoir ce qu'on appelle un blocus. Ça veut dire que les communistes vont essayer de récupérer la partie de Berlin qui fait partie de la RFA. Comment ? Alors, ils ne peuvent pas envoyer des troupes, ils ne vont pas envoyer des soldats, parce que sinon c'est une déclaration de guerre. Et n'oublions pas l'équilibre de la terreur, les soviétiques ont peur d'une attaque nucléaire américaine. Donc ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas envoyer des soldats directement. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont profiter du fait que Berlin-Ouest soit au milieu de la RDA pour dire on va couper toutes les routes qui mènent en fait Berlin-Ouest à la RFA. Toutes les routes qui permettaient d'y accéder, les chemins de fer, etc. On coupe tout, vu que là en fait c'est la RDA, c'est notre territoire à nous, on ne peut pas nous en empêcher. Ce qui fait que les Berlinois de l'Ouest, au bout d'un moment, ils vont plus avoir à manger. Et les autorités de la RFA et les États-Unis vont très probablement décider, on va leur laisser en fait ce territoire-là pour éviter que les gens meurent de faim. Sauf que ça fonctionne pas, puisque les États-Unis vont contrer le blocus en envoyant des avions. On appelle ça un pont aérien, donc vous avez une photo ici. Donc les avions en fait américains vont larguer de la nourriture
à Berlin-Ouest pour permettre aux Berlinois de se ravitailler. Donc il y a des tonnes et des tonnes de nourriture, il y a énormément d'avions qui passent par jour pour envoyer ce dont ils ont besoin aux populations. Ça va durer 11 mois, et au bout d'un moment, en fait, les soviétiques vont comprendre que ça ne mènera à rien, qu'ils ne récupéreront pas ce territoire-là, et ils réouvrent les routes, si vous voulez. Donc le blocus de Berlin échoue. Cependant, les soviétiques vont être confrontés à un autre problème. Alors je vais réafficher en fait la carte. C'est l'exode en fait de milliers et de milliers d'Allemands de l'Est vers l'Ouest. Alors, je m'explique. La RDA, c'est un pays qui est communiste et qui est sous la coupe de l'URSS. C'est-à-dire que là aussi, c'est un régime totalitaire. Vous avez un seul parti qui est autorisé. La population est contrôlée, surveillée. Donc il n'y a pas beaucoup de liberté. C'est ça qui va pousser en fait beaucoup de citoyens de la RDA à s'enfuir. Beaucoup en fait d'Allemands de l'Est souhaiteraient aller dans la partie de l'Allemagne qui est soutenue par les États-Unis, où les libertés sont respectées, où c'est une démocratie, le système capitaliste, etc. Le problème c'est que ici, entre les deux pays, on a une frontière militarisée. Ça veut dire que c'est impossible de passer. Le long en fait de cette frontière là, il y a des soldats, il y a des barbelés, on peut pas traverser. Par contre, à Berlin, on est en ville. Donc là, c'est compliqué de tout surveiller. Dans une rue, on est en RDA, on traverse la rue, on est en RFA. Donc des milliers et des milliers d'Allemands de l'Est vont aller à Berlin, même s'ils n'y habitent pas, ils vont aller à Berlin. Et une fois dans Berlin, ils vont passer de la partie Est à la partie Ouest qui appartient à la RFA. Une fois en RFA, ils sont dans la partie démocratique et ils vont pouvoir prendre un avion, aller s'installer en RFA, etc. Les autorités de l'Allemagne de l'Est, de la RDA, voient ça, se rendent compte qu'en fait, il y a énormément de gens qui fuient de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, en 1961, ils vont construire un mur. Donc, c'est le fameux mur de Berlin. Donc, vous avez sa construction en photo qui s'affiche. Donc, on construit, alors là il n'a pas l'air très impressionnant parce que c'est le début, on est en train de le construire, on construit un mur qui coupe la ville en deux. Et ce mur de Berlin va devenir un des symboles de la guerre froide, puisque c'est l'illustration en fait de la séparation de l'Europe et du monde finalement en deux camps qui ne se parlent pas. Donc là encore, vous avez la construction du mur. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'en une nuit, il y a un mur qui se dresse. Par la suite, on ne va pas arrêter, je vous montrerai autre chose après, on ne va pas arrêter de renforcer le mur, de le rendre de plus en plus infranchissable. Et donc en une nuit, on a des familles qui sont séparées, des amis qui ne se reverront plus, etc. On ne peut pas du tout traverser. Vous êtes à l'Est, vous restez à l'Est, et inversement. Voilà. Le mur de Berlin, il a pour but d'empêcher la fuite des populations en fait, d'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, encore une fois. Donc, ah oui, je vais dire que je vous montrais, je ne sais plus où c'est, 2 secondes, voilà. Je vous avais dit que le mur, on n'allait pas s'arrêter à quelques parpaings. Ça, c'est une illustration qui vous montre à quoi ressemblait en fait le mur, donc à la fin de sa construction. Donc, vous avez donc des murs en béton qui font 3 à 4 mètres de haut. Ensuite, vous avez juste à côté, même si quelqu'un saute le mur, en fait, il se heurte à une deuxième clôture, donc qui est électrifiée et qui déclenche une alarme si vous la touchez. Vous avez des chiens en fait qui se baladent en fait le long d'une longe, le long d'une glissière, et donc ils peuvent vous repérer, aboyer. Il y a des soldats, il y a des véhicules en patrouille. On a aussi donc des miradors, donc des tours de garde avec des soldats, des projecteurs en fait qui surveillent si personne ne passe.
Entre les deux, donc vous voyez qu'il y a une zone militaire, et il y a un deuxième mur de l'autre côté qui sépare en fait l'Allemagne de l'Est de l'Allemagne de l'Ouest. Donc vous voyez que c'est un mur qui est infranchissable. Après, il y a des gens qui ont construit des tunnels, qui ont réussi à passer de l'Est à l'Ouest, etc. Mais ils sont vraiment très très peu nombreux. Le mur remplit son office qui est d'empêcher les personnes d'Allemagne de l'Est de se rendre à l'Ouest. D'accord ? Donc, attendez. En août 1961, pour mettre fin à l'exode, donc l'exode c'est le départ, la fuite si vous voulez, des Allemands de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, donc 2 millions de personnes s'étaient réfugiées à l'Ouest depuis 1945 en passant par Berlin, les autorités de la RDA construisent un mur infranchissable entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. C'est ce qu'on appelle le mur de Berlin. Jusqu'à sa chute en 1989, mais on en parlera plus tard, ce mur, hérissé de barbelés et de miradors, sera le symbole de la guerre froide. Encore une fois, puisque c'est une construction concrète qui illustre bien la séparation entre l'Est et l'Ouest. Grand B, la crise de Cuba, une tension extrême. Donc là, c'est encore un autre épisode qui va montrer une énorme tension entre les États-Unis et l'URSS. Pour ça, on va prendre donc la page 100 et 101, et on va expliquer un peu ce qui se passe à Cuba. Alors déjà, un tout petit peu de chronologie. Donc, Cuba, donc, qui est une île au large des États-Unis, va devenir communiste, donc à la suite d'une révolution. Donc, décidément. Donc va devenir communiste à la suite d'une révolution en 1959. Donc à Cuba, Fidel Castro prend le pouvoir et se range dans le camp de l'URSS. Un avion américain prend des photos de rampes de lancement de missiles soviétiques à Cuba, en 1962. Donc 1959, Fidel Castro prend le pouvoir et transforme Cuba en un régime communiste. Et quelques années plus tard, en 1962, des avions espions américains vont prendre des photos. Donc, je vous avais préparé ça, voilà. Donc, vu que Cuba est un territoire très proche des États-Unis, les Américains le surveillent de très très près. Ils envoient des avions espions, donc des avions qui volent très haut et qui peuvent prendre des photos au-dessus de Cuba. Et en 1962, il y a des avions qui prennent ce type de photos. Il y en a d'autres, mais ça ressemble à ça. Alors bon, si on n'est pas militaire, on comprend pas grand-chose de la photo, mais ce que ça montre, c'est des sites de lancement de missiles. Des sites de lancement de missiles nucléaires. Donc là, vous avez les missiles en fait qui sont en train d'être installés. Et ça va énormément paniquer les Américains. Pourquoi ? Puisque pour la première fois, les États-Unis sont à portée de tir du bloc communiste, comme vous l'avez sur cette carte. Ça veut dire qu'avant, on savait que le camp adverse avait des bombes atomiques, mais les bombes atomiques devaient être transportées par avion. Les avions, on peut les détecter sur les radars, on peut les intercepter, etc. Là, si c'est des missiles, donc en quelques minutes, donc en 12 minutes, un missile nucléaire peut exploser dans le sud des États-Unis. Là, vous avez le rayon de portée des missiles soviétiques. Donc la menace est très très importante pour les États-Unis. Dès qu'il apprend ça, le président donc, des États-Unis va décider en fait d'un blocus. Un blocus, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait en fait de poster des navires à un endroit pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir d'une zone. Donc les navires soviétiques qui continuent d'amener des missiles à Cuba vont se heurter au blocus américain. À ce moment-là, le suspense est énorme, parce que cette fois-ci, ça y est, on a des militaires donc, soviétiques qui vont faire face à des militaires américains. Si les soviétiques forcent le blocus, s'il y a un coup de feu qui est tiré, un militaire américain qui attaque un soviétique ou le contraire, cette fois-ci, la guerre est déclarée.
Donc la tension est vraiment palpable. Dans le même temps, en même temps qu'en fait la mise en place du blocus, les deux présidents vont discuter aux Nations Unies, donc à l'ONU, et essayent en parallèle donc de trouver une solution au conflit. Le truc, c'est que chaque pays veut en sortir la tête haute. Les États-Unis souhaitent ne veulent pas juste retirer leur blocus, et les soviétiques ne vont pas simplement dire bon bah oui, on va leur demander de faire demi-tour, parce qu'ils ont l'impression qu'ils passeraient pour des faibles. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au final, mais après un épisode d'une énorme tension, on passe vraiment très très près d'une déclaration de guerre, au final, donc on trouve un accord, les soviétiques acceptent de faire demi-tour à leur bateau, à la condition que les Américains n'essayent plus d'assassiner donc Fidel Castro, le dirigeant communiste de Cuba. Les Américains acceptent, et en échange, donc eux aussi lèvent le blocus. Donc la situation en fait se calme d'elle-même, mais on est vraiment passé tout près de cette fois-ci d'une déclaration de guerre, et une guerre qui serait encore une fois une guerre nucléaire. À la suite de ça, vu que la situation leur a un peu échappé, le président américain, donc Kennedy, et le dirigeant de l'URSS de cette époque-là, qui est Khrouchtchev puisque Staline est mort, Khrouchtchev c'est le successeur de Staline, vont décider d'installer une ligne directe, donc un téléphone qui va s'appeler le téléphone rouge, où ils peuvent se téléphoner en fait dans les cas vraiment très très graves pour régler le problème avant qu'on en arrive à une guerre nucléaire. Donc, en 1962, les soviétiques installent des missiles nucléaires sur l'île de Cuba. Les États-Unis se retrouvent donc à portée de tir du bloc communiste. Le président américain Kennedy décide un blocus, donc encore une fois empêcher avec des navires que d'autres missiles soviétiques puissent arriver à Cuba, et envoie des navires stopper les bateaux qui sont chargés d'acheminer les missiles à Cuba. C'est une énorme tension puisque les flottes américaines et soviétiques se font face pour la première fois, et le monde est au bord de la guerre nucléaire. Finalement, après une réunion de l'ONU et des négociations, les soviétiques retirent leurs missiles et le conflit est évité de justesse. Après cette crise qui a fait peur à tout le monde, Kennedy et Khrouchtchev comprennent la nécessité de dialoguer davantage pour éviter ce genre de situation. S'ensuit une période de détente, ça veut dire que, vu que c'est une crise qui a fait très peur, les relations entre les deux pays, à la suite de cet épisode-là, de la crise des missiles de Cuba, s'améliorent un peu. C'est-à-dire, c'est pas réglé, hein. La guerre froide n'est pas terminée, mais ça s'améliore un tout petit peu, si vous voulez. On arrive à notre grand 4, encore une fois, pensez à faire des pauses, à apprendre petit à petit. Grand 4, la fin de l'URSS et de la guerre froide. Alors, comment est-ce que cette période-là se termine ? Donc, pour ça, on va prendre le document 4, page 99. Donc, document 4, page 99, ça arrive. Donc on va avoir donc, un effondrement du bloc communiste. Alors pourquoi ? Avant de voir ça, je vais peut-être vous expliquer autre chose. Donc c'est dans les années 80 que beaucoup de choses vont se jouer, avec l'arrivée en 1985 d'un nouveau dirigeant pour l'URSS qui s'appelle Mikhail Gorbatchev. Ce dirigeant va décider en fait de changer la politique de l'URSS. Quand il arrive en fait en 1985 à la tête de l'URSS, il comprend en fait que c'est plus possible pour son pays de continuer à essayer de concurrencer les États-Unis, puisque la course à l'armement coûte très 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 cher, et tout simplement l'URSS n'y arrive plus. L'URSS n'a plus assez d'argent pour continuer en fait la guerre froide, pour continuer la rivalité avec les États-Unis. Donc lui, il va décider de deux politiques différentes. Il va décider premièrement donc une politique qu'on appelle la glasnost, ce sera marqué après, de toute façon c'est pas très très important, c'est-à-dire qu'il va assouplir un peu le régime totalitaire en URSS. Il va accepter un peu de critique, un peu de liberté d'expression.
D'accord ? Dans le même temps, il va instaurer une autre politique qu'on appelle la perestroïka. La perestroïka, c'est un assouplissement du communisme, c'est-à-dire qu'il va autoriser la petite propriété privée. Ça veut dire qu'il va autoriser des personnes à posséder un petit champ, une toute petite entreprise. Pas des très très grosses entreprises, mais des petites entreprises. Donc, il y a des changements qui sont en cours en URSS à partir de 1985. Il y a un assouplissement du régime. Cet assouplissement-là, et notamment la politique de la glasnost, qui encore une fois est le fait de pouvoir commencer à critiquer, à s'exprimer un peu, à manifester contre le régime, ça va avoir en fait des conséquences importantes, puisque dans tous les pays d'Europe de l'Est qui sont donc, je vous remets une carte, dans tous les pays d'Europe de l'Est qui sont soumis à l'URSS, on va avoir d'énormes manifestations anticommunistes. Donc ces pays-là manifestent pour dire vous nous dites qu'on a un peu le droit de manifester, on manifeste pour sortir en fait du bloc de l'Est, de l'URSS. On veut pouvoir organiser nos propres élections, on veut des élections libres, on veut abandonner le système communiste, etc. Et Gorbatchev n'envoie pas l'armée. Il décide en fait de laisser tout ça se dérouler. Il va y avoir donc en Allemagne de l'Est, là aussi, donc en RDA, des manifestations et les personnes de RDA demandent quand est-ce qu'on va pouvoir aller en Allemagne de l'Ouest, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un assouplissement des frontières. À ce moment-là, donc, il y a quelque chose d'assez anecdotique, mais qui va devenir important, qui se passe, c'est que on interroge à la télévision, on interroge en fait un des chefs en fait est-allemand qui s'occupe du point de contrôle en fait entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Et la journaliste à la télévision lui demande mais quand est-ce que la frontière sera assouplie, quand est-ce que les Allemands de l'Est pourront aller vers l'Ouest, et la personne en charge du point de contrôle n'a aucune idée en fait de ce qu'elle est censée répondre à ça. Il sait pas du tout, et donc pour s'en sortir en fait, pour mettre fin à l'interview, il va dire pour autant que je sache immédiatement. Les Allemands de l'Est qui entendent ça se disent « Ah mais ça veut dire que ça y est, on peut y aller », donc ils vont se ruer en fait par milliers sur les points de contrôle pour essayer de passer de l'Est vers l'Ouest. Les gardes en fait vont être complètement débordés, ils essayent de vérifier l'information, mais c'est vrai, ils ont le droit de passer, est-ce qu'on doit leur tirer dessus, qu'est-ce qui se passe, et au final, donc, ils ne tirent pas. Et c'est ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin, donc ça se passe le 9 novembre 1989. On a les Berlinois de l'Est qui vont passer donc à l'Ouest, et petit à petit ça va se transformer en une véritable fête. Les Berlinois de l'Est et de l'Ouest vont se retrouver ensemble, et vont commencer à détruire le mur. Donc là vous avez des Berlinois de l'Est donc, qui, après avoir cassé un pan de mur, se retrouvent vers l'Ouest, et donc petit à petit le mur est démantelé et cassé. C'est la chute du mur de Berlin. Un an après, on va avoir la réunification de l'Allemagne, et la RDA et la RFA vont à nouveau fusionner pour donner le pays qu'on connaît aujourd'hui, l'Allemagne. Des élections libres vont être organisées, et l'Allemagne ne sera plus communiste. D'accord ? Je vais essayer de vous passer une vidéo, alors je ne sais pas si ça enregistrera bien le son. Ils sont debout sur le mur, figés dans l'histoire. Ils sont déjà de l'autre côté du mur. Ils sont des milliers à Berlin, côté ouest, porte de Brandebourg. Ce mur qui pendant 28 ans, 2 mois et 27 jours fut leur prison. Ce mur, symbole de la guerre froide, est devenu la veille celui de la liberté. L'histoire a basculé le 9 novembre, balayé par quelques phrases. Le porte-parole du Politburo annonce à la surprise générale que les restrictions de voyage pour tous les citoyens de la RDA sont levées immédiatement. Ces quelques mots résonnent alors dans tout Berlin et propulsent aussitôt au poste frontière les habitants de l'Est. Là, les gardes sont très vite débordés
et tentent de vérifier l'information, mais en vain. Ils ne peuvent contenir la foule qui scande « Ouvrez les portes, ouvrez les portes !» Une foule ivre déjà de joie. Le responsable du contrôle finalement capitule et ordonne l'ouverture des barrières. Le mur de Berlin est tombé. Je peux pas le croire, c'est merveilleux, c'est fantastique. Ça faisait 3 ans que j'avais demandé à venir à Berlin-Ouest et j'y suis. Berlin-Est arrive à l'ouest dans l'euphorie générale, accueilli à bras ouverts par l'autre Berlin. Sur le mur, devenu le lieu de rendez-vous d'un peuple qui se retrouve, champagne et marteau. L'Est et l'Ouest, côte à côte, entreprennent de détruire ce mur de la honte. Les autorités de l'Est interviennent alors à coups de jet d'eau. Mais le lendemain, ces mêmes autorités sont submergées, baissent les bras et même entrent dans le jeu. Ici, elles aident un Berlinois à remonter sur ce mur. Plus loin, l'heure est à la plaisanterie, avec l'autre côté du mur. Puis ce sont les présentations entre gardiens de l'Est et de l'Ouest, sous les applaudissements. Il n'y a plus de frontières, il n'y a qu'un Berlin. Une révolution pacifique qui est venue célébrer, à quelques mètres de Checkpoint Charlie, Mstislav Rostropovitch. Le célèbre violoncelliste joue Bach devant un public avide de liberté. Ce mur était comme une déchirure dans mon cœur, dira-t-il plus tard. Le mur, emblème de la guerre froide, se casse, se brise, des pans entiers sont démontés. Ce ne sont pas des blindés, mais un convoi de trabants qui envahit l'Ouest. Moment grandiose d'une ville en liesse. Et devant les banques, ce sont des files d'attente interminables. Il faut près de 5 heures pour récupérer les 100 Deutschmark de bienvenue qu'offre l'Allemagne de l'Ouest, la société de consommation à ses hôtes de l'Est. À Berlin, on danse, on pleure, on rit. Une page de l'histoire s'est tournée dans l'allégresse. Voilà. Donc, j'espère que le son était pas trop mauvais. Donc, la chute du mur de Berlin, c'est un événement important puisque petit à petit, les autres pays donc qui sont soumis en fait à l'URSS vont organiser des élections libres, encore une fois, et se détacher en fait de l'URSS. C'est-à-dire que l'URSS est en train d'éclater, donc à partir de 1989, en tout un tas de petits pays. Le dirigeant d'alors, Gorbatchev, va démissionner. Donc c'est ce qu'il dit dans ce texte. « Chers compatriotes, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. En cette heure difficile, un grand pays cesse d'exister. Je reste fidèle à mes principes. La guerre froide est finie, nous nous sommes ouverts au monde, les peuples et nations ont obtenu une liberté réelle, donc il démissionne, puisque, en gros, il explique que lui, il était président de l'URSS et que ce pays n'existe plus, puisque l'URSS va éclater en une vingtaine d'autres pays, la Russie, l'Ukraine et encore d'autres États, pour donner en fait quasiment l'Europe de l'Est qu'on connaît aujourd'hui. Donc, dans les années 80, l'URSS est épuisée économiquement par la course aux armements avec les États-Unis, c'est-à-dire que, encore une fois, elle ne peut plus dépenser autant d'argent pour acheter toutes ces armes. En 1985, le nouveau dirigeant donc, de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, souhaite un changement important et engage son pays dans l'ouverture avec l'Occident. Il autorise les entreprises privées, donc c'est ce qu'on appelle la perestroïka, alors les petites entreprises au début, et rétablit les principales libertés, c'est ce qu'on appelle la politique de la glasnost. Donc c'est un assouplissement du communisme et du régime totalitaire. En RDA, ces événements ont un impact décisif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens des pays soumis à l'URSS disent « mais nous, on veut pas un tout petit peu de liberté, on veut pas un assouplissement. Nous, on veut toute la liberté. On veut la liberté d'expression, on veut la liberté de faire nos propres élections, on veut d'autres partis politiques, on veut choisir. » Donc des milliers de personnes manifestent pour leur liberté, et ça va finir par conduire à la chute, la destruction du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, et un an plus tard, en 1990, c'est la réunification allemande, la RDA et la RFA se regroupent
pour former l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas marqué, mais dans les autres pays qui sont soumis à l'URSS, là aussi on a l'organisation d'élections libres, qui la plupart du temps voit l'abandon du communisme, et les pays soumis à l'URSS s'en détachent petit à petit. En décembre 1989, le président américain Bush et Gorbatchev proclament la fin de la guerre froide, donc ils se serrent la main et disent officiellement que c'est terminé, que cette période de forte tension elle est finie, elle est derrière eux. En 1991, l'URSS éclate en 15 républiques, ça veut dire que l'URSS n'existe plus. À la place, donc, on a 15 autres pays, dont la Russie. C'est l'effondrement du communisme en Europe. Les États-Unis sont désormais la seule superpuissance mondiale, donc vu que l'URSS n'existe plus, il reste une superpuissance dans le monde, c'est les États-Unis. Le pacte de Varsovie est dissous et l'OTAN devient la seule grande organisation militaire, encore une fois, elle existe encore. Et dissous, ça veut dire qu'il n'existe plus, le pacte de Varsovie. En conclusion, après l'effondrement de l'URSS et la fin de la guerre froide, les États-Unis sont désormais la seule superpuissance mondiale. À ce moment-là, avec l'effondrement du communisme et de l'URSS, le monde cesse d'être bipolaire pour devenir unipolaire, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un seul pôle de puissance, vu que l'URSS a disparu. Donc à partir des années 1990, les États-Unis sont la seule superpuissance mondiale, on est dans un monde unipolaire, une seule puissance dans le monde, les États-Unis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à un peu mieux comprendre le cours. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de regarder en description de la vidéo, donc vous avez des liens pour aller approfondir un peu différents points. Et puis, bah, de la même façon que la dernière fois, j'essaierai d'organiser un live pour répondre à vos questions sur ce nouveau chapitre. Je vous tiendrai au courant, là encore, par mail. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, encore une fois, bon courage pour le travail, prenez quand même du temps pour vous, n'allez pas trop vite dans ce chapitre, allez-y petit à petit, n'oubliez pas, c'est en y revenant souvent que vous le mémorisez mieux. Voilà, à la prochaine fois.